Bienvenue sur ce live ce soir. Alors, je suis accompagnée de Jonathan Serret, qui est Coach. Bonsoir. Bonsoir. Derrière les platines, nous avons Elite Film, soit Germain Finon. Du coup, excusez-nous pour ce léger retard. Et comme vous l'attendez, ce live très attendu sur le sujet, est-ce que nos animaux de compagnie sont des éponges émotionnelles et de nos mots MAUX? Du coup, je suis accompagnée forcément de mon comparse Jonathan, qui fait de l'Equi-Coaching. Est-ce que tu peux expliquer ton métier en 2 mots pour voir ta position et pourquoi tu es là? Alors je peux, donc moi mon métier c'est de faire de l'accompagnement assisté par le cheval. C'est ça la définition la plus juste de ce qui se cache derrière le mot Equi-Coaching. Et l'idée c'est d'accompagner des humains grâce à l'accompagnement assisté par le cheval. Donc, dans une mise en relation homme-cheval, c'est d'aller développer les compétences de l'humain. Et sur le principe général, c'est de plutôt envoyer l'humain dans le monde du cheval, de lui faire vivre une expérience pendant laquelle il va ressentir des choses, l'humain, et ensuite de rapatrier l'humain dans le monde des humains pour pouvoir faire de la transposition dans son monde perso ou dans son monde pro. Donc en fait, tu vois comment aussi les animaux, le cheval ici réagit face à l'humain et ses émotions propres Tout à fait. aussi. Donc c'est vrai qu'on va utiliser des compétences chez le cheval qui font d'un cheval qu'il est cheval, donc déjà des compétences très naturelles, et on va aller interagir avec le cheval sur quelque chose qui est très naturel pour lui. On ne va pas lui faire des choses qu'un humain lui aurait appris. On va vraiment lui faire des choses que les chevaux font entre eux dans la nature ou entre eux en troupeau pour interagir. Et effectivement, pour faire le lien avec la partie émotionnelle, les chevaux sont des mammifères, comme nous. Et ça va nous permettre de nous rapprocher sur un certain nombre de points, et notamment sur le développement du cerveau. Le fait que les mammifères soient doués d'un cerveau limbique au même titre que nous, et le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Et on va aller utiliser la capacité des chevaux à aller lire les émotions des autres. Alors je ne sais pas si je détaille tout de suite ce phénomène, Attendons un peu, mais laissons en un tout peu de cas, voilà. suspense. En tout cas, les chevaux ont cette capacité d'émettre et de recevoir des émotions, comme ils le font entre eux. Et on verra un petit peu plus tard que c'est pas de la magie, et ils ont la capacité d'aller scanner ça chez nous aussi. Mais c'est parfait. Et moi, du coup, je ne me suis pas présentée au passage. Je suis Swan Rétière et je suis ostéopathe pour animaux. Donc, je vois aussi quelquefois les transpositions que les humains font sur les animaux qui ne sont pas juste de l'anthropomorphisme, ou quelquefois les animaux prennent les émotions de leurs propriétaires ou leurs mots MAUX aussi et les symptomatisent. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, nos animaux de compagnie, que ce soit chien, chat, cheval, chèvre, cochon d'Inde et j'en passe, interagissent par rapport à vos émotions et vos centres émotionnels au moment où vous rentrez, par exemple, ou quoi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires à faire, à le partager avec nous. Nous sommes là pour débattre du sujet, même si je pense qu'on est tous les deux d'accord sur la réponse, et à débattre avec vous si vous avez des choses à dire. On est au top pour discuter aussi avec vous. C'est le but d'un live, malgré le petit retard qu'on a. Du coup, à ton avis, Jonathan, est-ce qu'il y aurait un transfert d'émotions entre un propriétaire et, par exemple, son cheval, son chat ou son chien, ou peut-être qu'une espèce, à ton avis? Alors, ce qui est certain, et on va parler aujourd'hui de science et pas de croyance, donc on va remettre beaucoup de science dans ces échanges. Ce qui est certain, c'est que tous les mammifères sont doués et dotés de ce cerveau limbique, et donc doués des mêmes émotions que nous. Déjà, je pense qu'il est important de redéfinir ce que sont les émotions. Et là, quand on parle d'émotions, on parle des émotions authentiques. Et les émotions authentiques, ce sont ces émotions que notre cerveau limbique va être en capacité de ressentir, et ce que notre corps va pouvoir ressentir. Donc les émotions authentiques, elles sont au nombre de 6, et elles sont simples. Donc il va y avoir la joie, la peur, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Donc ce sont les 6 émotions qui ne sont pas contrôlables, en fin de compte, que notre corps va ressentir. Et d'ailleurs, ce n'est pas un bon sujet que de retenir les émotions. Et d'ailleurs, la capacité de retenir des émotions, elle est associée, et c'est une capacité d'animaux avec un cerveau d'une autre évolution, tels que les prédateurs, tels que l'humain, qui vont être doués d'un cortex préfrontal qui va être le siège du raisonnement, du raisonnement temporel, de la projection temporelle. Et donc ça, par exemple, les chevaux n'en sont pas dotés.
Et donc tous les mammifères, pour répondre à ta question, tous les mammifères sont dotés et vivent les mêmes émotions que nous. Et sur la question du transfert ou Du partage. du partage, la première chose que l'on va pouvoir affirmer, c'est que les émotions, et par exemple je vais m'appuyer sur l'expérience avec le cheval, les chevaux n'ont pas d'autre moyen de lire et de comprendre l'autre que par le champ émotionnel. C'est la seule dimension de communication envisageable et d'intelligence envisageable pour le cheval, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors c'est un mot un peu tarte à la crème, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, on en fait un petit peu trop autour de ce mot-là, mais pour le cheval en tout cas, c'est le seul accès possible. Il ne peut fonctionner que en émotion. Et vis-à-vis de ses congénères, il ne va pouvoir lire que ça. Oui, donc en fait, ils transmettent qu'une communication via la colère, la surprise, le dégoût, comme les émotions identiques que tu as expliqué tout à l'heure. Et c'est leur moyen de lecture et que leur corps aussi exprime aussi via les hormones, etc., leur attitude face à leur, par exemple, la surprise ou la colère ou la joie. Ou la joie, qui devrait être notre émotion primaire et notre seule réaction dans 90% des cas, comme rappelons-le que tout autre état émotionnel sur le long terme peuvent être aussi néfastes pour le corps, au passage. Du coup, on s'écarte un peu. Du coup, tu viens de le dire, donc les animaux qui n'ont pas de cortex préfrontal lisent que via les émotions et réagissent que par cela. Mais est-ce que, partons un peu plus loin dans le sujet, est-ce qu'ils peuvent être dans un état émotionnel à cause de la lecture des autres ? Ça, dans l'état sauvage, on est bien d'accord, mais interespèce, parlons un peu de l'interespèce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, un humain en colère va rendre un cheval que en colère, par exemple ? Alors, là où on pourrait, si on se fixait là-dessus, non. En fait, par exemple, un cheval, face à quelqu'un qui est en colère, ne va pas se mettre en colère. En fait, il ne va pas y avoir de réponse d'égal. En fait, quelqu'un qui éprouve de la colère, je vais me mettre en colère. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est surtout que le cheval va être en capacité de lire la colère chez l'autre. Et ça, pour faire le point tout de suite, un cheval, par exemple, ne va pas être doué de sentiments, il va baser sur son avis sur des micro-signaux. Encore une fois, on va se rattacher à la science et on ne va pas partir sur un monde de croyances. Les chevaux, pour lire l'état émotionnel des autres, va se baser sur un certain nombre de signaux faibles et des signaux auxquels nous, on va être également sensibles, mais qu'on va plutôt avoir mis de côté dans notre vie de tous les jours. Et ça va être des signaux faibles du type dilatation de la pupille, contraction musculaire, la façon si on est complètement contracté ou détendu, le rythme cardiaque, les odeurs. Il va se baser sur un certain nombre de paramètres. Et comme lui, il n'est pas doué de cortex, ou en tout cas il n'a pas beaucoup de cellules douées de ses fonctions dans sa tête, il ne va pas pouvoir les mettre de côté. Il ne va pas pouvoir mettre un mouchoir dessus, il ne va pas pouvoir mettre de délai dans son analyse de la chose, c'est tout de suite maintenant, qu'est-ce qui se passe. Et pour répondre à ta première question, s'il est face à quelqu'un qui éprouve de la colère, eh bien, étant un animal orienté fuite et fuite active, bah, la première réaction qu'il va avoir, c'est plutôt de la fuite, et il va plutôt s'échapper et se repousser en fait, de cette personne ou de cet individu qui va ressentir de la colère. Alors moi, en observation, par exemple dans le troupeau que je côtoie régulièrement où vivent mes chevaux, il y a aussi des éléments, des individus qui vont aller essayer de pondérer ou canaliser ou d'améliorer l'état. Et je pense notamment à une jument qui, quand il y a un petit peu de bagarre dans le troupeau, quand il y a des règlements de compte, ou en tout cas l'échange la confrontation de points de vue, on va dire, de deux individus, eh bien elle va aller réguler la chose et on va la voir tout de suite intervenir et s'intercaler peut-être entre les deux protagonistes. Donc ça prouve aussi leur capacité à lire, comprendre ce qui se passe chez l'autre et en tout cas émettre une réponse. Par contre, la réponse ne sera pas parfaitement calquée sur ce que l'autre éprouve. Par contre, ça va être très mesuré. Le cheval est en capacité de lire avec précision l'intensité de l'émotion de l'autre, alors que même nous, ce serait une question que j'aurais envie de vous poser à chacun, à toutes les personnes qui nous voient tout de suite ou qui nous entendent tout de suite. Avez-vous tous chacun une échelle, admettons de 1 à 10, de chacune de vos émotions ?
Est-ce que vous connaissez, avec de la sémantique, là pour le coup avec du langage articulé, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les animaux ont peu ou très pas de langage articulé. Tout passe par de la communication, ce qu'on appelle para et non-verbale. Est-ce que nous, on pose des mots sur une échelle de nos émotions? Et est-ce qu'on a la capacité de savoir, par exemple pour la colère, on a parlé de la colère, est-ce que moi je sais dire mon niveau 1 de colère, mon niveau 2 de colère, ainsi de suite jusqu'au niveau 10? Eh bien, c'est la première base aussi de connaissance de soi, de dire, ok, je peux fonctionner sur un champ émotionnel et je sais dire qu'à tel moment, j'éprouve telle intensité d'émotion. Et donc, dans ce cas-là, les animaux vont aller lire ça et ils vont avoir une réponse. Donc, même si on vient de dire que la réponse ne sera pas en miroir parfait de ce qui s'est passé, ce sera un effet miroir dans le sens où je vais avoir une réponse qui va te montrer tel état émotionnel que j'ai lu chez toi. Ça, c'est le point de vue de l'animal. Et donc oui, ils vont s'éponger, on parle d'éponge dans le titre de cette vidéo, les animaux, tous les mammifères vont aller absorber l'effet sur eux du champ émotionnel de l'autre. C'est pour ça que souvent on voit des chevaux s'ébrouter ou des chiens s'ébrouter après une intégration un peu forte où il y a eu une médiation ensuite. De ce côté, j'évacue le surplus, du coup, j'ai à ce moment-là. Et je voulais revenir sur autre chose que tu as dit, et je pense qui est très intéressante, c'est faire la différence entre émotion et sentiment. Oui. Comme je pense que beaucoup de personnes confondent les deux, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'anthropomorphisme ou de sentiments qu'on dit émotion, et du coup de bien faire la différence entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous recatégoriser les deux pour que tout le monde comprenne sur qu'on parle vraiment d'émotions propres et pas de sentiments du coup? Alors les émotions authentiques, donc celles que les autres animaux vont pouvoir vivre et ressentir, sont celles qu'on a définies jusqu'à maintenant, donc les 6 émotions de base et les émotions authentiques, avec des échelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir graduer, et donc on peut mettre plein de mots dedans. Par contre, tout ce qui sort de l'émotion authentique, c'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas pour eux. Un cheval, par exemple, ne va pas avoir de capacité de moralité, de faire la différence entre ce qui va être bien ou pas bien. C'est pas quelque chose qui existe pour lui. Il va pouvoir associer à des situations des émotions, donc ressentir quelque chose par rapport à une situation, et il va pouvoir associer une personne à une situation, par exemple d'inconfort. Néanmoins, il ne va pas être en capacité de se dire tel individu, je l'aime ou je ne l'aime pas. Cette personne fait le bien ou fait le mal. Non. Il va associer quelque chose de très situationnel avec l'idée de dire cette situation me rend confortable à cet instant-là. Et ce qui est magique en plus avec le cheval, c'est qu'ils ont une capacité de curiosité qui les fait revenir. Moi, je le vois dans mes mises en relation homme-cheval. Les chevaux, même après une situation qui aura pu être inconfortable pour eux, vont revenir. Pour dire, ok, bon, il y a eu ce sujet-là, on ne s'est pas compris, mais j'y reviens et réexplique-moi autrement. Il faut rappeler que la plupart des animaux, et je parle des chevaux puisque c'est l'animal que je connais le plus et l'animal que j'observe le plus, sont des animaux qui sont orientés solution. Un cheval, face à une situation, va essayer, proposer des solutions pour avoir une issue favorable à cette situation. Et donc, il va essayer plein de choses jusqu'à trouver la bonne solution qui va permettre d'avoir une issue de situation favorable et confortable. Et je voulais revenir sur autre chose aussi, que les animaux n'ont pas forcément de temporalité. Dans le sens, s'ils ont fait quelque chose il y a 2 heures, ils s'en souviennent pas forcément. Et que du coup, si on arrive après un certain temps, on peut avoir une réaction qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que eux ne se souviennent pas qu'ils ont, par exemple, défoncé la clôture pour aller manger l'herbe à côté, quoi. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet important dans le sens où, alors on va aborder un sujet polémique, mais les animaux ont une bonne mémoire. Je vais reparler des chevaux, mais les chevaux ont une très très bonne mémoire, mais une mémoire qui n'est pas rangée de manière temporelle. Une mémoire qui va être plutôt rangée de manière situationnelle. Par rapport à ce sujet-là, si on arrive 5 heures après le fait qu'un cheval ait fait quelque chose, éventuellement qui par anthropomorphisme ne plairait pas à un humain, eh bien oui, la pire solution ce serait de punir en fait cet animal.
D'ailleurs, on ne punit pas les animaux. Et donc, ce serait plutôt situationnel. Donc, ils ont une bonne mémoire, ils savent ce qui s'est passé, ils savent associer des choses, des gens, des individus à des situations, à des lieux, à des comportements, ça oui. Mais par contre, il n'y a pas de raisonnement temporel. Un souvenir dans la tête d'un cheval qui s'est passé il y a une seconde a très bien pu se passer il y a 15 ans. Et quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans a très bien pu se passer il y a une seconde. Et tu parlais des réactions, et c'est précisément le cas, au même titre que nous, notre mémoire traumatique, on va associer, on va pouvoir être rappelé à un souvenir en fonction d'une situation, d'une odeur, d'un comportement, d'une gestuelle de quelqu'un, d'un mot de quelqu'un, ou tout simplement de toute situation, un lieu, un espace. Au même titre que quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, on peut être en train de revivre ce souvenir grâce à ça. Donc les animaux, c'est la même chose. Et chose importante, encore une fois, pour les proies, telles que le cheval, il n'y a pas de capacité de se projeter dans le futur et de préparer une stratégie par rapport à quelque chose qui va se passer. Donc un cheval n'est pas capable de jouer un tour, il n'est pas capable d'anticiper quelque chose, il n'est pas capable de se dire bah, « tiens, dans 10 minutes, je vais faire ça ». Donc quand il a besoin ou envie de faire quelque chose, il le fait tout de suite. Et quand il a besoin d'exprimer une émotion, il l'exprime instantanément. Voilà. Il n'y aura pas de délai, il ne va pas pouvoir mettre de délai dans son expression. Oui, il ne dit pas je vais manger la carotte, puis après je vais hennir. Non. J'ai envie de manger la carotte, donc je mange la carotte. Ah, j'entends un copain, ah bah du coup je vais hennir. Exact. Et du coup, ils veulent pas nous embêter sur beaucoup de comportements qu'on peut entendre dans le milieu équestre en tant que cavalier. Ah, mon cheval me teste. Ah, mon cheval m'embête. Il fait ça exprès, etc., etc. Donc, de ce que tu nous expliques, bah, c'est en fait de l'anthropomorphisme et c'est des fausses croyances qui sont bien marquées, hein, qui sont vraiment que moi je peux parler beaucoup sur le chien là-dessus, pareil, qui sont très très ancrées et qui sont en fait totalement fausses. Alors si on veut préciser, oui, donc ils vont pas être en capacité d'embêter, de faire quelque chose pour embêter. Ils font quelque chose pour se sortir d'une situation. Donc, par exemple, je sais pas, un cheval qui va dans un endroit se mettre debout, et si on le sort de cet endroit, en fait, cet endroit est inconfortable, il veut sortir de cet endroit, il se met debout, et les humains vont le sortir de cet endroit, bah lui, oui, il va associer comme se mettre debout est une solution à sortir de cet endroit. Donc ça veut dire que le problème, il est plutôt du côté humain où on n'a pas trouvé la bonne réponse à la recherche de solutions de la part du cheval. Par contre, sur le mot tester, il faut être vigilant parce qu'effectivement, le cheval ne va pas pouvoir défier, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Par contre, il va être en capacité de tester la capacité de l'autre de prendre en charge une situation, d'être le référent d'une situation, de prendre le lead sur une situation. Le cheval va être en capacité de challenger et de mettre à l'épreuve la relation de confiance à l'autre. Est-ce que lui, en tant que cheval, qui est une proie absolue, quand il va faire un petit peu confiance à un autre individu, chevaux ou humains, eh bien c'est toute sa vie qui est en jeu. Donc c'est pas quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui a un enjeu terrible, et donc il va être capable de challenger et de tester, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je peux le suivre, est-ce que je peux me laisser faire dans telles conditions, parce que c'est toute ma vie qui en dépend. Donc il faut faire le distinguo entre les deux, mais effectivement c'est très juste. Oui, c'était dans le sens du coup défier son cavalier ou vouloir se... Bon, c'est la phrase exacte, se soustraire à quelque chose, mais de façon un peu gamine, comme le terme défi que tu as utilisé tout à l'heure. Pour en revenir, comme on s'écarte partout, comme il y a plein de choses à dire et c'est un sujet hyper intéressant, pour en revenir sur le fait d'être éponge émotionnelle et quel signe on peut voir ou que tu as pu voir en équicoaching qui montre qu'à ce moment-là, le cheval est attentif, bon, il lit les émotions, mais qui peut prendre et soulager, comme on entend beaucoup que les animaux soulagent nos émotions. Et que quand on voit un cheval, on est content, quand on voit notre chien, on est content, etc. etc. Et que, est-ce qu'il y a un moment où ça peut être négatif pour eux à terme j'arrive pas si tu vois où je veux en venir. Oui, bien sûr. À terme, eux se mettent en danger physiquement, mentalement, émotionnellement à cause de cela.
Alors, si on reprend le cas de moi, la mise en relation homme-cheval dans un espace, il y a énormément de vidéos qui tournent de ça, il y a plein de photos qui tournent de ça. Oui, le cheval, donc c'est un animal de fuite. Donc on va avoir des chevaux qui vont essayer d'éviter l'autre, qui vont essayer de s'extirper de cette relation. Et donc dans ces vidéos, on voit cette situation, et donc ça c'est de la fuite active. Le cheval va essayer de sortir de la relation. Donc ça va dépendre aussi des conditions autour. Si on est dans un espace suffisamment grand, bon, bah, le cheval va s'éloigner. La bulle proxémique du cheval, donc la bulle d'intimité, la bulle de communication du cheval, c'est une dizaine de mètres autour de lui. Donc s'il arrive à s'éloigner de plus de 10 mètres, et puis même une bonne cinquantaine de mètres pour être très confortable de l'autre individu, et donc entre eux ou face à un humain, il n'y a pas de problème, et donc il va pouvoir purger ça, il va pouvoir courir, il va pouvoir sauter en l'air. S'il a toutes les conditions de liberté, bah ça, il n'y a pas de souci, il va pouvoir taper un sprint, se mettre à ruer, sauter en l'air, se mettre debout s'il le veut. Et bien dans ces conditions-là, il va pouvoir, on parle d'éponge, donc on imagine, hein, une flaque d'eau, il va prendre dans l'éponge, il va reprendre une deuxième fois, il va reprendre une troisième fois. Et bien au bout d'un moment, pour que l'éponge fonctionne, il faut la presser pour évacuer tout ce qui a été emmagasiné et accumulé. Et donc il va être en capacité de le faire à partir du moment où il a cette capacité d'amplitude d'expression. Donc ça, c'est la fuite active. Malheureusement, des fois, c'est vrai que les conditions ne sont pas réunies. Les espaces de mise en interaction sont trop Étroit ou étroits, glissant ou... voilà, confinés entre le cheval et l'humain. Donc ça, il faut prendre une grande mesure de cet état-là. Et comme les chevaux sont quand même les chevaux qu'on emploie sont très respectueux de l'humain, parfois ils peuvent tomber dans quelque chose qui est la torture ultime qu'on pourrait nommer de la part des chevaux. C'est ce qu'on va appeler la fuite passive. Et la fuite passive, c'est l'oubli de soi-même. Et les chevaux ont cette capacité, une capacité atroce, qui est parfois pratique pour les humains, mais la fuite passive, c'est un cheval qui va donc s'oublier totalement, qui va parfois choisir un objet ou donc ça peut être un mur, ça peut être une poutre, ça peut être un trou dans un mur, ça peut être un interstice entre deux planches de bois. Et en fait, il va se mettre face à cet espace, à cet objet, et oublier complètement son existence. Et dans ces moments-là, ce sont les moments les pires et les instants de pire torture de ces animaux, un stress terrible et qui n'est pas souhaitable. Donc là, c'est vraiment la charge et la responsabilité des autres humains qui sont en observation de ça, de dire stop et de redonner la possibilité d'expression au cheval et qu'il puisse purger tout ce qui se passe. Donc tout ce qu'on pourrait englober dans les tics, les tics à l'ours, les tics à l'air, qu'on peut retrouver souvent sur des chevaux en boxe très longtemps, et que du coup, quelque part, ce serait une façon pour eux d'évacuer ce surplus d'émotions qu'ils prennent en permanence, surtout dans des grosses écuries où il y a beaucoup de gens qui passent, donc beaucoup d'émotions qu'ils prennent. Et donc voilà, c'est en fait le signe qu'on pourrait dire à un cheval ici qui a trop d'émotions en lui et qui n'est pas capable de les gérer, c'est des chevaux qui vont venir tiquer du coup. Alors, c'est difficile de faire l'association entre une condition et ce genre de réaction. En tout cas, ce qu'on peut définir, encore une fois, pour ne pas tomber dans les croyances et rester dans la science, qu'est-ce que c'est un cheval à l'état naturel si on regarde un champ où les chevaux ont accès à toutes les ressources, donc de l'eau, de la nourriture en continu et à volonté, des contacts sociaux avec leurs congénères, et dans la majorité du temps en fait. C'est-à-dire que quasiment H24, ils doivent être dans ces conditions-là. Donc espace quasiment limité, nourriture et ressources complètement illimitées et contacts sociaux illimités. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate de chevaux qui vivent dans ces conditions? Ce sont des chevaux qui vont être dans un état de confort, dans un moment de calme, où il n'y a pas de mouvement dans tous les sens. Les chevaux sont des animaux efficients. Il faut se redire que c'est un gros animal qui arrive à faire fonctionner ce gros organisme à sang chaud grâce à la photosynthèse. Ça ne mange que de l'herbe, donc c'est complètement dingue. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas faire de gestes dont ils n'ont pas besoin. Donc effectivement, on peut se dire, bah, les tics, quelle est la cause? Est-ce que c'est une souffrance? Est-ce que c'est une souffrance psychique? Est-ce que c'est une souffrance physique? Est-ce que c'est un inconfort? Donc c'est des questions à se poser. En tout cas, un cheval confortable, serein,
C'est un cheval qui va être debout sur ses quatre pattes, la tête en bas, en train de manger. C'est ça un cheval. Un cheval, à l'état naturel, va manger 18 heures par jour, 20 heures par jour. Ils ont un tout petit estomac, donc il y a un flux constant d'aliments qui traverse le tube digestif. Donc ils vont systématiquement consommer de la nourriture. Donc un cheval, encore une fois, détendu et éveillé, parce qu'ils vont avoir des moments de sieste, des courts moments de sieste, donc debout, ou couché. Alors là, c'est vraiment le moment de sommeil. Alors c'est très rare pour le cheval, mais c'est vraiment dans des conditions de sécurité absolue. Il va se coucher, il va taper un roupillon, mais ça dure pas longtemps, il va se redresser. Et donc, encore une fois, cheval confortable, c'est cheval debout, la tête basse, et en train de renifler, de manger par terre. Ou en sieste, donc en train de somnoler. Tous les autres comportements, à partir du moment où ils vont redresser la tête pour avoir un regard un peu plus écarquillé, des mouvements un peu frénétiques et incontrôlés, vont être des questions à se poser, de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la condition de cet animal. Et donc si on a un cheval qui a les yeux ouverts, la tête contre un objet et qui ne réagit pas, qui est complètement apathique, c'est pas normal. Un cheval qui gigote dans tous les sens, c'est pas normal. Un cheval qui transpire énormément sans aucune activité physique, c'est pas normal. Un cheval qui va avoir des rictus, en fait, qui va être contracté sur sa face, c'est pas normal. Un cheval qui va sans cesse bouger, je l'ai dit, gigoter, bah, c'est des questions à se poser en disant, bah, tiens, s'il n'y a pas de souffrance physique, encore une fois, on rappelle qu'il faut des visites véto régulières, il faut des visites ostéo régulières, il faut des visites de professionnels du monde de l'animal, et donc on va élargir aux chiens, chats, à tous les animaux de compagnie, il faut que ce soit visité régulièrement. Et voilà, les professionnels peuvent aussi lire en se disant, ok, là c'est pas un comportement normal, et qu'est-ce qu'il y a? Et pour en revenir au sujet principal de la vidéo, parfois quand on a fait le tour de tout, de toutes les possibilités, quand les analyses sont bonnes, les constantes sont bonnes, quand les visites sont bonnes et qu'il n'y a a priori aucune raison qui oriente vers une pathologie mais avec des symptômes présents, eh bien il faut se poser la question, de dire quand on est en compagnie de nos animaux de compagnie, ça peut être du petit rongeur jusqu'au gros mammifère tel qu'un cheval. S'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est nous qui avons la responsabilité. Nous, on a un cortex, nous, on a cette capacité de raisonnement, et à quelle dose je vais avoir cet effet sur l'autre. On ne le fait pas beaucoup entre humains, on devrait le faire plus, on le fait très peu avec nos animaux, eh bien, il faut porter cette responsabilité en disant que c'est nous, quand je vais rentrer chez moi et que je vais rencontrer mon chat, bien, qu'est-ce que je vais déverser dans ma maison en termes émotionnels? Est-ce que j'ai passé une bonne journée ou pas? Qu'est-ce que j'ai pris dans la journée? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que, encore une fois, mon chat, même si je peux ouvrir les portes de la maison pour qu'il rentre, qu'il sorte, bien, s'il est dans mon salon et que je rentre dans le salon, il n'a pas grand choix d'aller ailleurs à ce moment-là. Eh bien, il va prendre, en fait, et encore une fois, il ne va pas réagir par rapport à ce que moi je ressens en émettant exactement la même chose, mais il va avoir une réaction, il va ressentir quelque chose, son métabolisme va fonctionner en fonction de ce que moi je vais émettre, et donc la responsabilité c'est sur moi. Et les chevaux c'est pareil quand je vais aller vers un cheval, à partir du moment où je vais contraindre d'être présent près du cheval dans cet espace de moins de 10 mètres autour de lui, eh bien il va capter, en fait, il va ressentir ce que moi je ressens, et donc est-ce que je suis dans une bonne composition pour aller communiquer ça avec l'animal. Et je pense que c'est là tout le centre du sujet de cette vidéo, de dire, attention, les animaux ont cette capacité de lire de manière très fine ce qu'on est en train de ressentir. On ne peut pas cacher aux animaux ce qu'on est en train de ressentir. Ils lisent encore une fois sur quelque chose qui va plus loin que ce que nous, on a l'impression de lire. Encore une fois, on pourrait poser la question dans les chats, est-ce que vous êtes capable facilement de lire la dilatation de la pupille des personnes qui sont autour de vous. Là, par exemple, Swan est à côté de moi, consciemment, j'ai aucune capacité de savoir ou de me baser sur ton rythme cardiaque, ta contraction musculaire. Il faut que je m'y force. Eh bien, les animaux, c'est la base. Ils ne passent que par ça. Bah, ce qu'on appelle la communication, on va dire non-verbale ou paraverbale, très couramment. Je voulais revenir sur un point que tu as dit qui était très intéressant. Vous pouvez aussi mettre dans le chat que est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir approcher votre animal et celui-ci vous fuit, littéralement,
Ou est-ce que, comme tu disais, prendre conscience de quel état émotionnel on est avant de rentrer en communication, est-ce que vous prenez aussi le temps de vous neutraliser, entre guillemets, même si l'émotion est toujours là, mais de l'apaiser, comme tu disais, sur une échelle de 1 à 10, de redescendre pour pas infliger, bon, le mot est un peu fort, mais à l'autre, notre surplus de journée ou de choses comme ça. Et je voulais revenir, comment tu décris pour toi le psychisme et qu'est-ce que c'est? Comme on l'entend beaucoup avec le mot émotion, corps, machin, mais comment on pourrait simplement, moi j'ai ma petite idée bien évidemment, expliquer qu'est-ce que le psychisme et pourquoi souvent il est mis de côté alors que pour moi il est hyper important. Donc en fait, on pourrait revenir à l'étymologie. En fait, donc je vous laisserai tous aller découvrir l'origine étymologique de ce mot. Donc le psychisme, psyché. En fait, c'est vrai que ce serait difficile de parler de psychologie. Encore une fois, il y a des animaux qui ne sont pas dotés de cortex préfrontal, donc c'est difficile de parler de psychologie quand il n'y a pas de raisonnement. Mais si on fait la psychologie du cheval, donc qui serait associée spécifiquement au monde du cheval, eh bien ce serait son fonctionnement et sa capacité à interagir avec son environnement et son environnement qui possède d'autres individus, interespèces, et donc la réaction face à un stimuli externe, ce serait ça qu'on pourrait définir. Ce serait la définition que j'aurais envie d'en faire. Et du coup, tu l'associerais presque avec le mental. Bon, Oui. disons pas, mais que ce soit presque la même chose. Encore une fois, ils sont doués d'une intelligence qui n'est pas la même que nous. C'est vrai que si on se sort de notre considération à nous, on a notre idée, on a notre fonctionnement, et bien si on sort de l'anthropomorphisme dont tu parlais tout à l'heure, on va peut-être définir ce que ça veut dire, anthropomorphisme, c'est associer notre idée en fait d'un comportement d'une autre espèce. Par exemple, j'ai un cheval qui vient me lécher, et je vais me dire, ah bah moi, si j'aime lécher un congénère, bah c'est parce que je vais bien l'aimer. Non. En fait, un cheval, la première raison pour laquelle il va aller lécher un humain, ça va être pour l'apport de sel. Donc ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui serait de l'ordre de sentimental. Ouais, voilà. C'est parce qu'en fait, il va essayer peut-être de récupérer, c'est peut-être la chose la plus logique à laquelle on pourrait penser. Donc l'anthropomorphisme, c'est de se dire, bah tiens, moi, quand il pleut dehors et quand il fait froid dehors, j'ai envie d'être au coin du feu ou au lit sous ma couette. Essayer, proposer à un cheval une couette, essayer, proposer à un cheval un endroit qui va être chauffé. Moi, clairement, à 100% du temps, les chevaux ne vont pas dans un endroit déjà fermé. C'est pas du tout leur choix par défaut. Ils vont se mettre à l'abri s'ils ont envie de se mettre à l'abri d'un événement en particulier. Mais quand il pleut, moi je me mets à l'abri de la pluie et eux, ce qu'ils font généralement, c'est plutôt d'aller là où il y a de la bouffe, là où il y a de l'herbe, là où il y a de la nourriture ou d'aller boire. Et donc, assez souvent, il n'y a pas d'herbe qui pousse dans les abris. Donc ils vont aller là où il y a de l'herbe. Donc souvent, sous la pluie. Ouais, donc plutôt orienter l'arrière-train au vent. Et ils vont se mettre le dos au vent comme ça et ils vont manger, continuer de manger. Ça m'est déjà arrivé en plein hiver d'aller au champ, là où vivent les chevaux, par temps de neige, et bien de les voir en fait comme des espèces de gros bonhommes de neige. Ils ont un peu de neige sur eux, et puis ils ont accès aux abris, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent, mais les endroits visiblement que eux préfèrent ne sont pas les choses que nous préférons. Et c'est ça la définition de l'anthropomorphisme, c'est d'aller au-devant de ce que l'autre préfère réellement, et au-delà de l'observation qu'on peut en faire, de contraindre par rapport à une envie que nous, on aurait. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et pour revenir encore une fois à notre sujet, comme on pourrait débattre, tu le sais très bien, sur beaucoup de sujets et en parler pendant des heures et des heures. Comme j'avais mis des éponges émotionnelles, mais aussi des éponges de nos mots MAUX, de nos traumas physiques ou psychologiques. Est-ce que pour toi, un animal, comme ça, de but en blanc, peut symptomatiser des choses que nous, on ressent ou qu'on a proprement dans notre corps à nous, quoi? Alors là, ça va être... je vais pouvoir parler d'expérience perso. Je pense que toi, de fait, là, ton métier est beaucoup plus orienté sur ces choses-là, puisque là, on va parler de thérapie et de soins. Mais j'ai des anecdotes perso où, oui, des personnes m'ont rapporté des situations où un chat venait se blottir contre le sein d'une de mes amies, et pour découvrir quelques temps plus tard qu'elle avait un cancer du sein.
c'est malheureusement trop d'actualité. On est encore au mois d'octobre et avec la force qu'on doit envoyer sur le mouvement Octobre Rose. Mais voilà, c'est une anecdote. Il y a tous ces chiens qui sont formés pour accompagner des gens qui souffrent de pathologies. Donc, par exemple, les personnes épileptiques, les personnes diabétiques, les personnes... Et même sur le cancer du sein, les chiens sont... détection de cancer. Oui. Voilà, et de cancers variés. Ils sont formés à la détection. Donc, voilà, ils ont une capacité qui nous dépasse, une capacité olfactive, une capacité de ressenti qui va nous dépasser. Et donc, s'ils sont employés par la médecine, par la science dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose voilà, auquel il faut faire de notre part super confiance. Et aussi, quelque part, attention sur nos propres animaux. Comme, oui, quand ils sont éduqués à ça, on peut se poser la question de eux, comment ils le vivent et comment ils refluent tout ce qu'ils prennent. On est bien d'accord, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Comment nous faire attention aussi à nos animaux, que quand on est stressé, je parle du stress comme c'est le plus simple, même si ce n'est pas une émotion en soi, c'est un état... Bah, si, c'est un état émotionnel quand même. C'est un état physique du corps qui est souvent perceptible, même pour les gens, même quand on n'a pas cette vision du cheval aussi précise. Quand on voit quelqu'un de stressé arriver vers nous, en général, on le sent assez rapidement. Comment ne pas transmettre du coup cet état de stress qui est néfaste pour le corps, tout le monde le sait aujourd'hui, à notre animal qui va être stressé derrière et qui pourrait développer des pathologies à terme de cet effet miroir qui n'est pas exactement ce qu'on a raconté au début, qui n'est pas exactement le même, mais à terme va venir entacher la santé de notre animal. Bah, je pense que la meilleure réponse, ce serait une solution. La meilleure solution, ce serait de dire à tous ceux qui nous regardent, qui essayent de nous regarder, qui galèrent à nous regarder, merci YouTube, de prendre au maximum soin d'eux, et donc de prendre soin de leur psychique. Tu définiras, tu donneras ta définition tout à l'heure. De prendre soin de leur état émotionnel, de prendre soin de leur état mental. Il y a quelque chose de plutôt récent qui vient de sortir. Il y a maintenant des secouristes. Il y a des formations de secouristes en état mental, en santé mentale. Donc ça existe, ce sont des fonctions, il y a des formations qui existent sur ce sujet-là. Donc prenez soin de votre mental et pour prendre soin du mental, prenez soin de votre corps. Il est essentiel si on sait qu'un chien est en capacité de détecter le cancer d'un inconnu, imaginez, vous voyez tous la relation que vous avez tissée et créée avec vos animaux de compagnie. Vous voyez les regards qu'un chien va avoir avec son maître, qu'un chat va avoir avec son maître, qu'un cheval va avoir avec son humain. D'ailleurs, le mot maître, je le bannis de ce que je viens de dire, je le retire, je le ravale. Avec son propriétaire, son humain. Ouais. Son humain, ouais. Donc voilà, imaginez la charge que ça va représenter pour un chien de détecter une maladie chez son humain. Être qui va chérir et adorer par-dessus tout. Et qui est le seul représentant, en général, dans une maison, on n'a qu'un chien, qu'un Exactement. chat, on est globalement toute sa vie, et ils sont sur le fait dépendants de nous. Et donc pour protéger l'impact que ça peut avoir sur les animaux de compagnie, la meilleure précaution qu'on peut prendre, c'est de prendre soin de nous, de prendre soin d'eux évidemment, mais de prendre soin de nous, de notre condition mentale et de notre condition physique. Et du coup, tu me posais la question de, pour moi, qu'est-ce que le psychisme ? Alors, ce sera sûrement moins scientifique que toi et moins sur la définition du mot. Mais moi, comment je l'interprète dans ma médecine ostéopathique et de ma philosophie ostéopathique, c'est le lien entre la tête et le corps. Et c'est de là où, quelquefois, vont se nouer des choses et que, quelquefois, on peut ne plus avoir mentalement cette émotion, mais de la garder corporellement ou la garder quelquefois entre les deux, qui fait quelquefois des choses très bizarres, mais où les gens le ressentent alors qu'on n'est plus dans cet état émotionnel. Parce que quelquefois, c'est le psychisme qui garde cela. Et pour moi, c'est le lien entre les deux. Et qu'il ne faut pas l'oublier, comme souvent on pense de plus en plus. Et heureusement, à prendre soin de notre corps, à prendre soin de notre tête. Et quelquefois, on oublie que le psychisme entre les deux, il faut aussi faire attention qu'il soit, entre guillemets, propre. Ce n'est pas le bon terme, mais qu'il n'y ait rien qu'on garde en soi sans trop le garder en mémoire, quoi. On parle, par exemple, dans le monde du développement personnel et du coaching, de ces trois entités, tête, cœur, corps. C'est exactement ça. C'est la tête, ce qu'on va pouvoir penser, conscientiser, la conscience.
le cœur, le siège des émotions. On associe notre cœur au siège des émotions, donc ce qu'on va ressentir, Alors que c'est le foie. éprouver. Et en face de ça, donc le corps qui va pouvoir lui aussi être notre propre éponge de nous-mêmes et de la somatisation et de la sortie de la communication, parfois de choses qu'on va vouloir retenir, restreindre, mettre sous un mouchoir et que notre corps va pouvoir exprimer. Souvent, une fois qu'on va mieux mentalement. C'est ça le plus drôle. Bon, entre guillemets. Et du coup, voilà, je pense qu'on a déjà fait un grand tour de tout cela, qu'on est parti beaucoup sur la science et on a cassé quand même pas mal de fausses croyances. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que oui, nos animaux peuvent être des éponges émotionnelles de nos propres émotions ou états, mais qu'il y a des moyens de faire barrière et que moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que quelquefois, ils le choisissent aussi de se mettre à côté de nous alors qu'on est dans un mauvais état et à la place de fuir. Je trouve qu'il y a quand même... Le cheval est un animal de proie, mais le chien ou le chat qui sont des carnivores et du coup des prédateurs, ils ont aussi ce choix de rester là où ils sont. Mais les chevaux aussi, il va y avoir aussi une capacité d'aller chercher, prendre en charge et encore une fois réguler, comme quand je parlais tout à l'heure de cette jument qui n'a rien à gagner d'aller dans un lieu avec des chevaux qui sont en conflit. Alors, c'est très temporaire, les conflits chez les chevaux, c'est instantané. C'est juste par rapport à une ressource, un endroit. Mais il va y avoir en fait, ce qu'elle a à y gagner d'y aller, c'est d'apaiser les choses, de réguler les choses. C'est ce côté régulateur de retrouver le confort. Et s'il n'y a pas de confort, de trouver une solution. Encore une fois, ils sont orientés solution. Et du coup, de rester sur la joie. Oui. Comme rappelons-le, l'émotion neutre. Il n'y a pas d'émotion neutre comme on entend, mais l'émotion neutre, c'est la joie. C'est celle qui, corporellement, n'active presque aucun système. En tout cas, qui va activer des systèmes positifs et qui va soigner, en fait, qui va faire du bien. Et ça va être la régénérescence de nos cellules, etc., etc. Jamais trop tard de nous faire du bien, en fait. Donc, la gratitude, de se gratifier et d'éprouver un réel sentiment de gratitude. Et de mettre de l'intention dans ce qu'on dit. Et juste les intentions permettent de jouer sur notre mental, donc sur nos émotions et donc sur notre corps. Et donc, pour finir, que oui, bien évidemment, que nos animaux sont des éponges, soit voulues, soit invoulues, soit par une situation dans un temps donné, mais le temps d'après et d'après. Et qu'il faut faire attention à tout ça et que simplement, petit conseil qu'on peut donner très simplement pour essayer de gérer tout ça, c'est avant de rentrer chez vous, de souffler un bon coup et de visualiser, entre guillemets, moi on me l'a toujours dit en ostéopathie, de laisser ses problèmes à sa porte et de rentrer dans un état émotionnel donc neutre, donc de joie, et d'être prêt à accueillir ce qui va arriver aussi devant nous, comme si on quitte une pièce, on rentre dans une autre, et d'accueillir encore de nouveau toutes ces émotions, toutes ces interactions qu'il va avoir en face de nous, sans être interféré par les émotions que nous, on a plus facilement dans la tête du haut passé, qu'on a cette temporalité. Et tu as parlé de respiration, ça fera peut-être l'objet d'un futur sujet de live où on pourra parler, on a cette chance, nous, alors on a une malchance d'être en capacité de nous mettre en apnée face à une situation, mais on a la capacité de respirer, et de respirer bien, pour justement évacuer quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle forcément. Et donc on peut apprendre à mieux respirer pour gérer ça au mieux. Et est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer, ou si peut-être quelqu'un a une dernière réaction dans les commentaires? Il y a beaucoup de pleurs dans les commentaires du fait des soucis techniques et de la mauvaise fluidité de la vidéo, mais rien à voir avec la qualité de l'accompagnement technique et du support technique de la part de Germain. C'est pas de notre volonté. Ça a peut-être été un petit peu plus fluide sur TikTok, je sais pas. On verra ça après. Il n'y a pas de problème avec TikTok. Donc vous avez eu beaucoup de chance sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez bien entendu tout ce qu'on raconte depuis là-bas. Mais on espère. On vous a peut-être plus entendu Germain à côté de vous que nous à l'autre bout de la pièce, mais c'est pas grave. Promis, là, YouTube nous a pas aidés, mais on refera ça dans de meilleures conditions en espérant que YouTube règle ses problèmes techniques et que voilà. Et merci d'avoir visionné avec nous tout ce live, d'être resté malgré cette interruption
Bon, c'était drôle. Et on vous souhaite du coup un très beau fin de mois d'octobre et un joyeux Halloween qui est bientôt. Et au prochain live, avec grand plaisir, Jonathan. Oui. Et donc j'ai passé un mot à un moment pour Octobre Rose voilà, le mois d'octobre se termine. Il ne faut pas attendre le mois d'octobre pour avoir cette pensée envers la lutte contre le cancer du sein. Donc il faut rester engagé toute l'année. Et on va enchaîner sur le mois de novembre. Et donc en novembre... Sans tabac. Moi peut-être sans tabac, moi peut-être sans alcool. Vous faites tout ce qu'il faut pour aller bien. Et surtout Movember, donc, qui est orienté voilà, sur des cancers plutôt masculins. Et donc restons engagés tout au long de l'année sur des problématiques sujets très importants. Qui sont aussi, on pourrait mettre d'autres termes derrière le cancer, mais je pense que ce serait trop polémique. Et ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous voulez savoir quelles émotions on peut créer, quels facteurs dans le corps, on pourrait en parler aussi, mais dans un prochain live. Et sur ce, on vous dit bonne soirée et encore merci. Merci.